Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire deux chapitres, le chapitre numéro 3 et le chapitre numéro 4. Bien sûr, tiré du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je vous rappelle, avant de commencer, que nous avons déjà fait le chapitre numéro 1 et le chapitre numéro 2. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter les deux chapitres et nous allons faire une lecture méthodique. Pour me suivre, prenez s'il vous plaît le chapitre numéro 3 et le chapitre Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre, où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort, avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là, peut-être, qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur regret, et qui me devanceront encore? Et puis, qu'est-ce que la vie donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens. Être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation. Être brutalisé des guichetiers et des gardes-chiourmes. Ne pas voir un rêve, un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le ronde sans cesse tressaillir et ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Oh, n'importe, c'est horrible. Une lecture du chapitre numéro 4. Et on passe à la situation du texte. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, offrant d'une colline, et à distance se garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons, dégradés, blessent au l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se colle ça et là quelque hâve figure d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie, vue de près. Bien, passons maintenant à la situation du texte. Commençons par le chapitre numéro 3. Bien. Alors après avoir lu les deux chapitres, 3 et 4, je tiens à vous rappeler tout simplement que, à travers ce roman, l'auteur, Victor Hugo, a voulu sensibiliser ses lecteurs au sujet de la peine capitale, bien sûr en laissant le narrateur nous faire vivre ces derniers moments troublants et angoissants comme nous l'avons déjà vu en premier chapitre, en tant que condamné à mort. Son envie alors de repentir, son amour pour la vie, comment la peine capitale peut affecter sa famille innocente. Alors l'auteur, selon l'auteur bien sûr, la peine de mort est une abomination pour tous. Commençons maintenant par une situation du texte. Alors, le chapitre numéro 2, le narrateur nous a parlé de son procès au tribunal.
il a tant souffert, il nous a raconté l'indifférence de toutes les personnes qui étaient dans la salle d'audience. Il nous a informé de ses souffrances, de ses blessures. Il était vraiment fatigué, épuisé, qu'il n'a pas pu dormir 3 nuits, etc. Dans ce chapitre, il s'agit d'autre chose. Alors le narrateur se pose un tas de questions et peut-être que pour se soulager, le narrateur pense que tout le monde, comme cité dans le texte, est condamné à mourir un jour ou l'autre. Alors, il commence à accepter l'idée de mourir. Il pense aussi qu'à travers son exécution, il sera libéré de sa souffrance quotidienne. Il prétend donc alors que tout le monde est condamné à mort, mais avec un délai qui est indéfini. Ce qui diffère, tout simplement, c'est la manière et le temps. Passons maintenant à l'identification du texte. Pour identifier ce texte, on peut alors se poser plusieurs questions. De combien de paragraphes se compose ce chapitre? Quel est le temps dominant, le temps verbaux dans ce chapitre? Est-ce que le narrateur poursuit le récit ou bien il l'arrête? Pourquoi il a arrêté la narration? On peut relever ou comparer les paragraphes, le paragraphe le plus court, le paragraphe le plus long, la relation, quelle relation peut-on établir entre les deux paragraphes? Est-ce que le condamné, par exemple, a accepté la peine de mort? Non, ce sont des hypothèses de lecture. Alors, ce texte se compose de 5 paragraphes. Le temps dominant pour donner de la vivacité au texte, c'est le présent. Il s'agit alors ici où on peut constater qu'il y a des paragraphes qui n'ont pas la même longueur. Par exemple, le 5e paragraphe, la dernière ligne, c'est une réaction du condamné envers la sentence. Alors, il semble qu'il n'a pas accepté l'idée ou la sentence. Le dernier paragraphe le montre, la dernière phrase. Oh, n'importe, c'est horrible. Le texte s'ouvre par plusieurs questions que le narrateur s'est posées. Peut-être qu'il cherche à se convaincre. Au début, bien sûr, il fait une parenthèse méditative. Il se compare avec les autres et juge que les autres aussi sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. C'est un narrateur peut-être qui désire vivre longtemps. Il est jeune, il est libre, il était libre, sain, actif, vigoureux. Mais son sort, c'est mourir. D'où la tonalité ici tragique qui domine toute l'œuvre. La mort alors n'a pas de raison ni d'exception. Quelles que soient les conditions de l'homme, il va mourir tôt ou tard. Le 4e paragraphe résume en quelque sorte la vie du condamné dans la prison.
il s'agit ici de conditions de vie dans la prison, des conditions morales et affectives, où la dignité est perdue, elle est froissée, elle est offensée, il y a l'horreur, il y a l'effroi, la nourriture est pourrie, vous avez le champ lexical ce n'est pas la maltraitance, mais le champ lexical de la douleur, la souffrance, pain, noir, bruyant, maigre. Les conditions biologiques du narrateur sont tout à fait mauvaises. Il s'agit d'une vie alors pénible et insupportable. La mort vaut mieux que la vie pour le narrateur d'après ces paragraphes. Cependant alors, le narrateur est très attaché, il semble qu'il est très attaché à la vie, malgré ses souffrances, malgré cette situation calamiteuse et lamentable dans laquelle il vit au cachot. Alors le narrateur rejette un type particulier de raisonnement, à savoir ici le syllogisme, suivant lequel tous les hommes sont mortels, ou le narrateur aussi, parmi le narrateur aussi est mortel. Or, le narrateur ici est un homme, donc le narrateur est mortel. Alors, suivant cet ordre, le narrateur s'explique dans ce texte, bien sûr, en réfutant l'idée ou en n'acceptant plus l'idée de la mort. Il cherche de se convaincre. Passons maintenant au chapitre numéro 4, dans lequel le narrateur est transféré à Bicêtre. Alors le texte, comme nous l'avons déjà dit, commence par la voiture noire me transporta dans ce I2 jusqu'à c'est la vie vue de près. Le chapitre numéro 3, nous avons dit que le condamné semble accepter alors le verdict, il ne regrette pas trop de choses dans cette vie, où tous les hommes alors sont des condamnés en sursis, peu importe alors ce qui lui arrive. Mais dans ce chapitre, le condamné transféré à Bicêtre, il décrit brièvement alors cette hideuse prison. Ce texte est prescriptif, pardon, il est bien sûr descriptif. Le lieu c'est Bicêtre, et vous avez un adjectif très important, c'est hideux. C'est un adjectif qui peut-être résume le dédain du narrateur envers ce lieu qui fait peur. Cette description de cet endroit s'organise autour de deux angles de vue. Il s'agit d'un lieu décrit de loin, vu de loin. Voilà, vous avez le terme. Et d'un lieu décrit de proximité. Et ça veut dire nous sommes devant ici deux tableaux qui sont opposés. L'édifice de loin est majestueux, il se situe à proximité d'une colline. Il garde encore son ancienne beauté, pareil à un château de roi. C'est une beauté qui n'est pas réelle. C'est une beauté qui trompe celui qui regarde cet édifice. Mais vu de proximité, il s'agit ici d'une masure où les murs sont lépreux, les vitres ont été remplacées par de massifs barreaux de fer. On peut constater ici l'aspect honteux et appauvri
c'est un endroit qui est hideux, voire un endroit qui fait très peur. C'est un endroit qui est cauchemardesque, si vous voulez. On peut dire ici que la description suit un ordre. C'est une description qui part de ce qui est général vers ce qui est particulier. Il a commencé par Bicêtre, les masures, les pignons dégradés, façades salies, les murs lépreux, les fenêtres et barreaux, et puis il va finir par les figures des incarcérés. En ce qui concerne l'effet sur le lecteur, ici l'emploi de la deuxième personne du pluriel, le vous, peut-être, vous avez le mot ici, vous. Alors, l'emploi de vous dans cette phrase, juste après la description de la majesté et de la splendeur de Bicêtre, crée chez le lecteur un sentiment de désillusion progressive qui se transforme peu à peu en un sentiment de peur. Parce que Bicêtre est assimilé à un monstre très repoussant, d'après l'adjectif hideux et le nom Bicêtre. On dirait que les murs ont une lèpre. Les sentiments déjà cités ici cèdent la place à une certaine pitié. Le lecteur alors se trouve sans vraiment en être conscient. Il est rallié à la cause du narrateur. C'est un texte qui est bref, mais par lequel le narrateur nous dresse un tableau tout à fait choquant du lieu par lequel il a passé. Et donc, le message ici qu'on cherche à véhiculer peut-être, c'est la souffrance des condamnés à mort, même en attendant la condamnation ou l'exécution. Alors voilà, c'est ce qu'on peut dire sur les deux chapitres. Merci pour votre attention et à la prochaine.